Dans la suite de la discussion générale, la parole est d'abord à Madame Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chers collègues, ce sujet est extrêmement important. Il pose deux problèmes. Un problème de fond, de forme pour notre démocratie et un problème de fond sur les dépenses logement des Français. Un problème de forme, je crois que Dominique Estrosi l'a dit. On a quand même de façon récurrente dans cette assemblée le sentiment d'un mépris profond du Parlement et d'ailleurs d'une impréparation de la politique publique qui est assez alarmante. On pouvait prévoir que ce débat sur l'IRL devait être préparé et devait être vu en amont. En effet, le mépris du Parlement semble maintenant chronique et le dernier avatar sur le non-vote de la loi à l'Assemblée nationale en est le énième témoignage. Je vais surtout insister maintenant sur le fond. Les dépenses de logement des Français ont décroché depuis de nombreuses années de l'évolution de leurs revenus. C'est devenu un des éléments déterminants qui plombe le pouvoir d'achat, avec bien sûr le niveau des rémunérations et des salaires. Ce décrochage est d'ailleurs plus fort en France que dans la plupart des autres pays de l'Union européenne. Et déjà l'an dernier, nous soulignons que l'IRL à 3,5 ne réduirait pas l'augmentation de la part des dépenses de logement des Français. Et d'ailleurs, on le confirme, ça continue à augmenter. Premièrement, parce que la plupart des salaires n'ont pas augmenté de 3,5, même si la moyenne de l'évolution moyenne des salaires est autour de 3,5. Tel n'est pas le cas de toute une série de catégories. Et pour cela, ça a été bien en dessous de l'évolution de rémunération. Deuxièmement, mais là, tous les chiffres montrent que dans la plupart des agglomérations, comme il y a les taux de rotation de logement, etc., dès que vous changez de logement, il y a une hausse très forte. On a même dans certaines agglomérations encore jusqu'à 7 à 8% d'augmentation des loyers. Et troisièmement, dans la quittance, il n'y a pas que le loyer, il y a les charges locatives. Et déjà, ça pèse extrêmement fort. Le bouclier n'a pas supprimé cette hausse de charges et ça va être pire cette année. Puisque entre la suppression du tarif réglementé pour le gaz et la suppression du bouclier tarifaire, nous allons avoir une hausse extrêmement forte. C'est pourquoi notre groupe plaide pour que l'IRL, il y ait un gel des loyers pendant quelques années. Et nous l'avions déjà dit l'an dernier, nous le maintenons cette année. Or, j'entends bien qu'en effet, ça peut pas être une stratégie pérenne, mais ce qui nous fait penser que c'est absorbable par la plupart des propriétaires, c'est que d'une part, comme je l'ai dit, les hausses avaient décroché par rapport à l'évolution générale des revenus. Et s'il y a besoin de compensation, c'est dans le logement social. Pourquoi ? Parce que les logements privés ont, pour acquérir leur logement, pour les rénover, fait appel à des taux d'intérêt qui étaient fixes et qui étaient bas. Tandis que les bailleurs sociaux, eux, leur taux d'intérêt est indexé au livret A. Et évidemment, la hausse des taux du livret A plombe leur compte de manière extrêmement forte. Ils ne peuvent pas donc absorber et une baisse de la rémunération des loyers et une hausse du taux du livret A. Il faut une compensation. Donc nous considérons que ce sujet du prix du logement est essentiel. Et d'ailleurs, je ne comprends pas ce que dit la majorité relative présidentielle. Quand vous écoutez Monsieur de Crozaille, il vous explique qu'on ne peut pas baisser fortement le prix de l'alimentation, ce que par ailleurs, au regard de la rémunération de nos agriculteurs, on peut comprendre tout à fait aisément, et qu'il faut donc jouer sur la baisse des dépenses de logement. Mais là, vous ne prenez aucune mesure qui est de nature à baisser les dépenses de logement, ni à travers cette mesure de l'IRL, ni à travers aucune des décisions qui ont été annoncées hier au CNR Logement, puisque ni régulation des prix du foncier, ni extension des lois sur la régulation des loyers et de l'encadrement des loyers. Au passage, les communes où il y a l'encadrement des loyers ont vu une très faible augmentation de leurs loyers par rapport aux autres. Ni des mesures d'aide à la pierre qui sont nécessaires pour sortir des loyers raisonnables, et surtout l'aide au logement.
Parce que même on est dans l'actualisation des APL, fut-elle de 3,5, elle ne prend pas en compte l'augmentation des coûts de charge. Et Dominique Estrosi a eu raison de dire qu'on ne peut pas séparer, dire que 3,5 ça va pour l'APL quand on n'a pas une revalorisation massive du forfait charge. Donc en réalité, votre politique va accroître les dépenses logement des Français, plomber leur pouvoir d'achat et ne faire que durcir des situations sociales souvent insupportables. Et quand j'entends le président de la République nous dire qu'il veut être attentif aux populations populaires qui bénéficieraient pas d'aide sociale comme les autres, je leur dis, ces populations, elles vont être percutées par votre non prise en cause de la hausse des dépenses de logement. Ensuite, Madame Lienemann. Explication de vote. Oui, je l'ai déjà dit, nous avons l'occasion nous protestons sur la méthode, mais très honnêtement, nous avons aussi besoin de pouvoir mener les débats auprès de nos concitoyens. Nous tenons beaucoup au départ sur le gel des loyers que notre groupe propose ou d'autres méthodes pour les réduire davantage. Puis, vous avez raison, Madame Estrosi, de dire qu'il y a la nécessité de sanctionner les conclusions du CNR. Mais peut-être c'est aussi l'occasion dans le débat de rappeler quelques vérités, car, Monsieur le Ministre, on ne peut pas dire les choses impunément. Vous pouvez pas dire le maintien du PTZ. 93% du territoire n'aura plus accès au PTZ. Or, vous répétez à longueur de journée le maintien du PTZ. Les sommes divisées par 2. Vous nous dites le pacte de confiance avec l'USH. Je forme le vœu que vous ayez raison, mais ça veut dire qu'il faut changer vos propositions. L'USH dit elle-même qu'aucune de ces demandes n'est prise en compte et qu'on risque même d'avoir une baisse des aides à la pierre avec la négociation d'Action Logement qui par ailleurs mériterait beaucoup de commentaires. Donc pour ma part, je pense que évidemment la nécessité de sanctionner cette politique et le traitement du Parlement est utile, mais nous préférons par le débat que par l'arrêt de nos discussions aujourd'hui. Nous avons un amendement numéro 1 de Madame Lienemann qui a la parole. Oui, chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion en explication générale de plaider la cause du gel des loyers cette année. Je voudrais rappeler, j'entends bien l'argumentaire sur les problèmes pour les bailleurs privés qui peuvent exister. Toutefois, puisque notre collègue Salmon parlait de résilience, je pense que pour une large part, les propriétaires privés ont aujourd'hui plus de résilience que les autres. Pourquoi ? Parce qu'entre 1984 et 2018, les loyers après inflation ont une évolution d'être multipliés par 2,5. Aucun revenu, aucune autre chose n'a augmenté à ce niveau. Entre 1984 et 2018, parce que c'est les chiffres récents, mais la tendance est la même depuis, le résultat brut courant par logement, une fois toutes les charges déduites, des bailleurs privés a été multiplié par 3. Par ailleurs, et une fois qu'on a enlevé les critères de confort, ça reste dans cet ordre de grandeur de 7, de 8. Donc, par ailleurs, il y a une mutation énorme du nombre de qui sont les bailleurs, les propriétaires bailleurs. De plus en plus multipropriétaires, de plus en plus à revenus élevés. Nous ne théorisons pas le gel des loyers ad vitam aeternam, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir ce gel des loyers en parallèle à la nécessité d'une régulation des prix plus globale du logement que nous plaiderons dans les débats budgétaires. On peut comprendre le raisonnement de Dominique Estrosi Sassone en disant le sujet est complexe, on ne peut pas faire qu'un rapport administratif. Encore que, si on avait un rapport qui donne des bases avec des scénarios, ce que fait quand même assez souvent l'administration, elle n'est pas simplement greffière, il me semble que ça servirait un bon pied d'appel à une réflexion stratégique sur ce sujet central. Non, monsieur le ministre, on ne peut pas dire, c'est un bon calcul, on suit l'inflation. D'abord, je vous rappelle que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas et que justement, on a adapté l'IRL aux réalités économiques et sociales. Quand il y avait l'indexation automatique des salaires, l'effet inflation et qu'il y avait pas un gros chômage, l'effet inflation était faible. Et c'est à ce moment-là qu'on a plutôt survalorisé les évolutions des coûts des travaux.
travaux de construction, travaux de rénovation. Quand on a vu que l'inflation était en train de chuter et que par ailleurs, d'ailleurs, l'évolution des coûts des travaux aussi, on a considéré plus raisonnable de s'en tenir essentiellement à l'inflation. Nous sommes dans un paradigme économique nouveau. Il va y avoir de gros travaux à faire pour la rénovation énergétique. On n'a pas, en tout cas, moi je le souhaite, et mon groupe l'appelle de ses voeux, une indexation automatique des salaires à l'inflation, mais on se sent quand même un peu seul sur cette question. Il est donc impératif d'avoir une réflexion stratégique sur l'évolution des loyers, à la fois pour le pouvoir d'achat des locataires et pour rendre quand même crédible l'investissement locatif privé.